Je le disais, monde de mutation dans lequel évoluent les ESN. Et on va le décrire maintenant avec celle qui va me rejoindre, Dominique Carlac, qui est la présidente de D et compagnie, et consultant, pardon, même si c'était une compagnie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et on va étudier, rendre les conclusions de cette étude au PIEC, qui fixe les emplois, les compétences, les grands enjeux et les grands enseignements de ce monde des ESN. Merci. Donc merci Thierry de ne pas avoir défloré les conclusions de cette étude. Tu étais bien parti, mais tu t'es arrêté juste à temps. Donc voilà, c'est une étude qui est toute fraîche, qui a été réalisée en 2018 sur 5 mois, de janvier à mai. Donc elle est vraiment livrée au public aujourd'hui, après avoir été validée par l'OPIEC, qui a fait l'objet d'enquêtes à la fois quantitatives et qualitatives, 130 entretiens qualitatifs, 2 enquêtes en ligne auprès non seulement des donneurs d'ordre, mais également des ESN, de vos collègues ICT également, et des organismes de formation. Donc vraiment une enquête très très large, très actualisée sur quelles sont les tractions de marché, les besoins pour se projeter dans le futur. Alors on va détailler ensemble ces enseignements, justement les grands enseignements de cette étude. Alors d'abord on va planter le décor. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui économiquement, les ECN? Les ECN, c'est un chiffre d'affaires qui pèse dans l'économie française de manière significative, 26 milliards d'euros, avec une croissance de 3%, c'est la partie gauche, les ESN, pardon. Et puis un petit signal quand même à retenir, c'est que les cousins ICT ont aujourd'hui 40% de leur activité qui correspond au métier des ESN. Et il faut se dire qu'il y a... Merci. Je crois qu'il y a un petit souci sur le micro-pupitre. D'accord, ça sera plus simple. Donc 40% des activités des cousins ICT correspondent aux métiers actuellement occupés traditionnellement par les ESN. Il faut savoir que si on se rétro-projette 10 ans plus tôt, c'était seulement 20%. Donc il y a une vraie économie qui se développe autour des métiers de l'ESN, des cousins qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes processus commerciaux. On vend de la prestation intellectuelle et qu'il y a des besoins incroyablement élevés demandés par les clients. Alors, si on regarde ce que demandent les clients aujourd'hui, c'est next slide. J'ai pas la main sur la... Voilà. Ça va suivre, ne vous inquiétez pas. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on constate en termes de dynamique de marché aujourd'hui? Donc, comme je vous l'ai dit, l'enquête a porté également sur les donneurs d'ordre, donc de nombreux besoins, ce qu'a Thierry a dit en introduction, à savoir les ESN sont attendus par les clients sur tout. C'est-à-dire, ils sont attendus pour gérer leur mutation de modèle économique, pour gérer la mutation de leurs offres, pour gérer la mutation de leur système de production, pour gérer la mutation de leurs relations clients. Ils sont vraiment attendus sur toute la chaîne de valeur des donneurs d'ordre. Et c'est ce qui explique aussi la dynamique du marché. Alors, du coup, en réponse à cette traction de marché très forte, les ESN sont obligés de s'adapter et d'avoir des stratégies qui sont basées aujourd'hui sur 5 piliers. Un premier pilier qui est la concentration des acteurs, c'est-à-dire qu'en fait, il faut atteindre une certaine taille critique dans la volumétrie, mais taille critique dans les technologies maîtrisées également. Donc il y a un phénomène de concentration qu'on voit apparaître pour tout simplement être référencé, pour avoir les technologies qui vont bien, et puis aussi pour diminuer les coûts. Première adaptation à la demande. Deuxième adaptation, l'internationalisation. Les ESN suivent leurs clients. Donc il y a une vraie traction liée à l'internationalisation. Troisième clé de compréhension de l'adaptation des stratégies des ESN face aux demandes du marché, le recours à l'offshore, la délocalisation, une partie, pour gagner en compétitivité, tout simplement. Alors avec des modèles intermédiaires, on a bien sûr de l'offshore, on a aussi de l'onshore et, comme l'a dit Capgemini, on a aussi du rightshore, c'est-à-dire garder les prestations à très forte valeur ajoutée sur notre territoire, et puis ce qui s'automatise, ce qui est peut-être à plus faible valeur ajoutée en back-office, qui s'offshoreise. Quatrième élément, c'est l'organisation du travail, qui doit s'adapter à la demande du client, donc l'agilité. En gros, le donneur d'ordre veut de l'agilité pour lui, mais il veut également de l'agilité pour son prestataire. Et enfin, ce que l'on constate, c'est des nouvelles offres de services qui se mettent en place, tout simplement parce qu'il faut pouvoir accompagner le client sur justement tout ce continuum de l'adaptation
de ses modèles économiques, de sa production, de son offre. Donc il faut être présent sur tout le continuum de l'accompagnement et sur toutes les technologies. Quand on a planté ce décor, par rapport aux chiffres que l'on attendait en introduction, c'est vrai que toute cette traction de marché donne des chiffres vertigineux en termes d'évolution de l'emploi. C'est la slide suivante. Les chiffres vertigineux, c'est au global de la branche ESN, ICT, dans les 10 ans à venir, 230 000 emplois à venir. Oui. Si on zoome un petit peu plus sur ce qui vous intéresse ce soir, sur les ESN, dans ces 230 000 emplois, c'est 152 000 emplois dans les 10 ans à venir pour vos professions. Et si on zoome encore un peu plus sur ces 152 000 emplois, c'est 65 000 créations nettes d'emplois. Donc c'est relativement important, c'est à suivre, c'est à anticiper, c'est à communiquer également auprès des pouvoirs publics pour être accompagné. Et pour être accompagné notamment dans les besoins, où il y a le plus de besoins, et on va citer ces plus de besoins, c'est vous, si vous suivez le diagramme qui est derrière moi, le jaune c'est vous. Et là où le diagramme jaune est plus fort, c'est là où il y a vraiment des tractions liées aux nouveaux emplois de demain. On va les citer, c'est sécurité en premier, sûreté et sécurité en premier, certification et traçabilité en second, et gestion et exploitation des informations, bien entendu. Mais c'est sur ces trois technologies qu'il y aura vraiment des besoins de compétences et d'emplois dans les 10 ans qui viennent. Si on regarde maintenant les métiers que ça va impacter. Alors on a segmenté en 4 séries de métiers les mutations demandées par les donneurs d'ordre que l'on a pu observer. Il y a d'abord les nouveaux métiers. Il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître, qui aujourd'hui n'existent pas, mais auxquels il faut se préparer, et qui sont liés soit à l'évolution des technologies, soit à l'évolution de spécialités qui n'étaient pas demandées par le client et qui le sont aujourd'hui, soit à l'évolution des organisations. Typiquement, le tacticien de l'usine du futur, ce n'est pas un métier qui existe, et pourtant, faire le choix des technologies et des technologies adaptées à telle ou telle entreprise et ensuite veiller à sa bonne mise en œuvre dans le temps, c'est un métier qui n'existait pas de manière pléthorique aujourd'hui. Donc première catégorie, une vingtaine de nouveaux métiers à accompagner dans l'émergence des formations et en formation continue, parce qu'on ne pourra pas se permettre une génération sacrifiée qui ne pourra pas s'adapter à ces métiers. Deuxième catégorie, c'est le développement, c'est-à-dire l'inflation, en quelque sorte, de métiers en développement face aux demandes technologiques des clients. Et puis on va voir apparaître également une troisième catégorie de métiers qui sont celles qui sont potentiellement en déclin, et c'est là qu'il va falloir faire de l'accompagnement justement pour éviter cette génération sacrifiée de salariés et d'entreprises qui ne muteraient pas vers ces nouveaux métiers et vers ces nouvelles compétences. Donc on les a à peu près identifiés, c'est dans le rapport qui est le rapport complet de l'OPIEC, mais c'est grosso modo ces métiers qui sont touchés essentiellement par l'offshore aujourd'hui et qui sont automatisables ou industrialisables en dehors de notre territoire. Quatrième catégorie, c'est une quinzaine de métiers qui sont en mutation, sur lesquels on a des phénomènes, par exemple, de réglementation qui s'appliquent aux clients et qui nécessitent une adaptation des compétences liées à la réglementation. Si on zoome un petit peu plus sur le profil type des compétences attendues, slide suivante, s'il vous plaît, le profil type des compétences attendues de ce qu'attendent les donneurs d'ordre pour finalement aujourd'hui consommer encore davantage de prestations des ESN. Bien évidemment, première attente, c'est le savoir-faire technologique. C'est la partie de droite de cette diapositive. On attend d'avoir une capacité à être adapté aux nouvelles technologies qui seront implémentées chez le client. Mais la deuxième compétence qui a été vraiment massivement relevée au cours de ces enquêtes, c'est la nécessité du savoir-être. Et le savoir-être voulait essentiellement dire une chose, c'est l'adaptabilité. L'adaptabilité aux différentes technologies et à une capacité d'apprendre en continu et de se former en continu à ces nouvelles technologies. C'est-à-dire que la démonstration est faite que le donneur d'ordre va choisir non seulement sur un prix et sur des compétences existantes, mais sur la capacité de l'ESN à s'adapter, à être pas auto-apprenante, mais en tout cas à former ses collaborateurs. Et puis troisième attente
des clients, c'est de pouvoir bien évidemment avoir l'expertise technologique, des blocs technologiques, mais surtout l'alliance avec l'expertise métier du client. Quand on va travailler avec l'automobile, il faut connaître le métier de l'automobile. Quand on va travailler avec la pharma, il faut connaître le métier de la pharma. Donc c'est vraiment cette association de profils purement technologiques avec une adaptation en continu aux nouvelles technologies et pour autant connaître bien de manière assez fine les enjeux des métiers du client et des filières du client. Si l'on regarde en creux de tout ça, quel est le système de formation dont on dispose pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux et pouvoir servir la demande et pouvoir justement avoir ces 150 000 emplois pourvus avec les personnes qui auront les bonnes compétences pour pouvoir satisfaire ces tractions de marché. On s'y livrait une petite météo quand on a analysé le système de formation initiale et continue qui peut répondre ou pas à ces tractions de création d'emplois. Donc sur la partie de gauche, vous aurez compris par les pictos que c'est un petit peu nuageux, et sur la partie de droite, c'est un petit peu plus éclairci. On va regarder la météo un petit peu délicate, qui est celle la plus exposée, on va dire, et qui, de manière assez significative par rapport à ce que j'ai dit précédemment, touche beaucoup de croisements technologie-métier. C'est-à-dire typiquement ce que l'on n'a pas en magasin aujourd'hui, en formation des collaborateurs qui vont intégrer des ESN, ce sont des métiers qui vont croiser un domaine d'activité, par exemple la santé, avec des technologies. Et là, on a des carences en formation initiale et en formation continue, par exemple sur la e-santé ou sur la santé prédictive. On va retrouver ces mêmes carences sur tout ce qui est infra, par exemple le smart building ou la smart city, ou encore le véhicule autonome, la mobilité. Donc, il faut absolument que l'ESN fasse la démonstration qu'elle a des plans de formation, d'accompagnement de ces cadres ou de recrutement liés à ces thématiques-là. Ce qui est beaucoup plus mature, c'est précisément la partie technologique. Si on regarde complètement de l'autre côté de la diapositive, là où il fait grand soleil, ben c'est justement sur des blocs technologiques, des briques technologiques, où on a pris la mesure de la nécessité de former en formation initiale et en formation continue, mais on n'a pas forcément recroisé avec des métiers et des métiers clients en particulier. Si l'on termine cette présentation, les recommandations, alors, ça a été corrigé parce que j'ai fait une petite coquille. Les recommandations pour continuer le développement des ESN, on les a catégorisées en 3 grands défis. On a vu que face à cette demande croissante des donneurs d'ordre et ce recours croissant aux ESN pour accompagner toute la mutation finalement du tissu économique, on a des phénomènes de consolidation, on a des phénomènes d'internationalisation, donc on a des phénomènes finalement d'hypercroissance, mais ce faisant d'hyperconcurrence. Donc il y a une vraie nécessité de relever ce défi de la crise de croissance dans les deux sens, c'est-à-dire l'hypercroissance, traction de marché, mais l'hyperconcurrence, d'accompagner et de se faire accompagner sur la consolidation, mais au sens la fortification de la filière. Deuxième grand défi, c'est de pouvoir consolider les organisations des entreprises. Ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire pouvoir recruter, garder, fidéliser ses compétences. C'est un vrai enjeu, parce que la compétitivité et l'attractivité des ESN aujourd'hui, mais surtout la compétitivité, passe par cette capacité à recruter, à former en continu, à garder et à fidéliser ses talents. Et troisième défi à relever, c'est de pouvoir intégrer dans le maillon de la chaîne de valeur d'une ESN cette capacité à être une entreprise qui permet d'apprendre en continu avec des nouvelles méthodes d'apprentissage. Ça doit faire partie, au même titre que l'internationalisation, le commerce, la R&D, cette formation et cette capacité à former ses collaborateurs en continu fait partie d'un élément fort de la chaîne de valeur aujourd'hui à la lumière donc de cette enquête sur 5 mois.